Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast où je vais vous parler du processus et pas du parcours. Je vais vous expliquer, j'ai différencié les deux choses. À mon sens, ce qu'on pourrait parler de parcours, ça serait ce moment où les deux morceaux, on va parler plutôt de la séparation originelle, quand les deux âmes se sont créées, les vies antérieures que l'on a eues suite à ça, et que ce soit avec notre autre ou sans notre autre, et la mise en place de cette vie de maintenant incarnée, tout le processus qui se passe dans cette vie incarnée et que généralement tout le monde assimile vraiment au niveau des étapes de la relation. Puis ensuite, ce qui pourrait se passer à l'état de désincarné, cette fusion des deux âmes, et pourquoi pas d'un nouveau cycle, puisque tout est cycle, la question se pose, un nouveau cycle de séparation et un nouveau parcours. Pourquoi pas? Je laisse ça dans un petit coin. C'est une réflexion que j'avais eue et que j'avais envie de vous partager. Le processus, c'est vraiment ce qui se passe dans cette vie incarnée, ici et maintenant. Pourquoi je parle de processus? Parce que par définition, un processus est un ensemble de phénomènes conçus comme actifs et organisés dans le temps. Cet ensemble de phénomènes suit une direction et on le comprend dans le temps. Processus, c'est aussi synonyme d'évolution et c'est bien de ça euh, qu'il est question. Cette diade et les deux membres qui la composent vont évoluer dans le temps, et euh, la relation qu'ils entretiennent va aussi évoluer dans le temps. Et ce qui s'enclenche pour chaque membre de cette diade, c'est la mise en place et la survenue du processus d'individuation. Donc, je vais vous en reparler tout à l'heure, vous allez voir. Et donc, ce podcast, il est vraiment axé sur le processus et comment il fonctionne, premier cheminant, second cheminant. Et vous allez voir qu'il est beaucoup moins axé sur les étapes de la relation amoureuse ou de la relation sentimentale. Alors, en premier, bien sûr, dans cette vie incarnée, bon, il y a ce que chacun a vécu et ce que chacun porte. Et ça nous amène au moment de la reconnexion, qui n'est pas un coup de foudre et qui peut avoir lieu à la rencontre ou après, c'est-à-dire qu'on peut se connaître et pour l'instant, les âmes ne se sont pas encore reconnues. Et il y a un petit peu ce moment d'attirance très très forte où les deux âmes vont se reconnaître. C'est vraiment voilà, une attirance forte, une sensation de bien-être, de sérénité, d'être à la maison. L'attirance forte, je tiens à le dire, elle n'est pas forcément interprétée dès le début comme une attirance amoureuse ou une attirance charnelle. C'est plutôt une attirance d'un magnétisme extrêmement puissant. Il y a cette personne, il faut que je lui parle, et les deux se parlent, tout est mis en place pour que les deux puissent se connecter en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au niveau des polarités, ce qu'on constate dans les consultations en fonction des polarités, c'est que chez les polarités yin, il va y avoir avant la reconnexion une sensation, une intuition que quelque chose va arriver. Par exemple, généralement, quand on m'explique, on va me dire, ce jour-là, je savais que j'allais rencontrer quelqu'un, je savais que j'allais avoir une relation forte, qu'il allait se passer quelque chose de très très fort. Je savais que je n'allais pas rentrer seule ce soir. Je savais que euh, il allait arriver quelque chose qui allait me chambouler, etc. La polarité yang, ça se ressent pas. Forcément, c'est plutôt les polarités yang, ce qu'elles ont tendance à dire très souvent, c'est que c'est arrivé au moment où elles l'attendaient
pas du tout. Voilà, donc c'est pas une loi, hein, c'est vraiment ce que je constate en consultation. Donc il y a cette reconnaissance forte, il y a la sensation de connaître totalement la personne, comme s'il n'y avait pas de phase de découverte, alors que ben justement on se découvre. C'est puissant, c'est doux. Il y a une notion de perte de temporalité, et c'est là qu'on entame la période de lune de miel. Va s'enclencher selon les cas une relation sentimentale et ou charnelle et ou amicale, amicale entre guillemets. Et donc le processus est enclenché. Euh, dans la relation, sous n'importe quelle forme qu'elle soit, vont se découvrir les deux pôles, donc la prédominante yin et la prédominante euh, yang. L'un des deux va avoir le rôle de premier cheminant et l'autre va devenir le second cheminant. Et donc là, quand on fait du coup la superposition avec la notion de la relation amoureuse, excusez-moi une seconde, hop, c'est bon. Pardon, excusez-moi, j'ai été interrompue. Quand on fait la superposition avec la relation amoureuse, on va dire le premier cheminant, donc c'est celui qui veut acter la relation ou qui veut que la relation se fasse, et le second cheminant, c'est celui qui veut pas, etc. Mais il n'y a pas que ça. Au niveau du premier cheminant, c'est le premier qui va activer, qui va entamer en conscience son processus d'individuation. Et le second cheminant, c'est celui qui va travailler donc son processus d'individuation en conscience aussi en second, c'est en décalé. Qu'est-ce que c'est que ce processus d'individuation? C'est Jung qui a défini le processus d'individuation en 1916. C'est un processus par lequel passe une personne afin de devenir consciente de son individualité. Donc, c'est ce qu'on appelle le retour à soi, le soi. On va passer de la personne adaptée en fonction de ses modèles et de ses croyances à la personne totale avec toute la conscience d'elle-même et de toutes les parties d'elle-même, y compris celles qui sont cachées, c'est celle qu'on appelle la part d'ombre. Alors, beaucoup de personnes enclenchent ce processus. Généralement, c'est vers 40 ans, c'est ce qu'on appelle aussi la crise de milieu de vie. Et alors, ce qu'on se rend compte, c'est que l'enclenchement qui est opéré par la dyade perpétuelle, en fait, c'est cette dyade, ce lien, c'est le propulseur, le catalyseur de ce processus d'individuation. Alors, on parle des anciens parcours avec des premiers cheminants yang et des seconds cheminants yin, et des parcours plus récents avec des premiers cheminants yin et des seconds cheminants yang. Au vu de ce que je constate, c'est carrément pas une loi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense juste qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de yin et on entend beaucoup plus de yin parce qu'ils ont libéré leurs paroles. Mais moi, ce que je vois en consultation, c'est j'accompagne des personnes qui sont sur des anciens parcours avec des polarités yin première cheminante et l'inverse. Et j'accompagne aussi des personnes qui sont en parcours récent avec des polarités yang première cheminante et l'inverse. Le premier cheminant ne sera pas forcément du coup un yang ou un yin en fonction de quand est-ce que vous avez reconnecté, d'accord? Et donc, je vous invite à ne pas aller, voilà, forcément dans des idées préconçues et à aller vraiment chercher qui vous êtes. Les hommes sont peu représentatifs en thérapie, ce sont essentiellement des femmes. Pourtant, sachez qu'ils sont bien présents aussi et qu'ils peuvent être premiers cheminants. Il n'y a pas de loi là-dessus, pas de règles. On constate quand même une prévalence chez les femmes en première cheminante. Alors, on constate une prévalence chez les femmes premières cheminantes, je dirais, dans la sphère qui tourne voilà, un petit peu autour des flammes jumelles.
Bon, bien sûr, hein, je parle dans des duos hommes et femmes, hein. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une prévalence chez les femmes premières cheminantes? C'est dû à mon sens que biologiquement parlant, une femme est plus facilement prédisposée au changement qu'un homme. Dès l'adolescence, une femme va découvrir avec son cycle menstruel la notion de changement. Et de la même façon, hein, on constate que les femmes sont plus prédisposées à la séparation lorsqu'un couple ne fonctionne plus. Pour les mêmes raisons, elles ont plus tendance à amorcer les séparations parce que le changement ne leur fait pas peur. Pour autant, il y a quand même voilà, des hommes premiers cheminants, tout comme il y a des hommes qui amorcent aussi des séparations. Donc voilà, ce n'est pas une loi, mais c'est une constatation. Alors, revenons à notre premier cheminant. Et j'ai déjà fini une copie, bon ça va, parce que j'ai plein de notes. Alors, qui est qui et surtout, qu'est-ce qui se passe? Le premier cheminant, c'est celui qui va conscientiser en premier que ce qui l'anime, c'est de formaliser ce couple, de le refaire ou de le matérialiser. Il est animé par la volonté d'être en couple avec son autre. C'est celui qui, à la séparation, va passer par des étapes de deuil d'une relation, mais ne va pas arriver à finaliser. C'est aussi celui qui va vraiment vouloir mettre en place ce couple et va se prendre plusieurs râteaux, je vais dire ça comme ça. C'est celui qui va identifier ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme aussi en premier. Et je dis bien identifier et pas connaître. Parce qu'il apparaît dans les consultes que les seconds cheminants ont bien aussi une nuit noire de l'âme et que pendant toute une partie de leur cheminement, ils n'en montrent rien, ils ne l'identifient pas comme ça et qu'ils enclenchent leur cheminement en conscience par rapport au lien que bien après, alors même qu'ils pourraient même, certains ont posé aussi le mot nuit noire de l'âme mais ne font pas forcément le lien avec leur diade, d'accord. Mais voilà, le premier cheminant identifie sa nuit noire en premier et l'associe surtout à son lien, à cette relation, d'accord. Et donc cette relation qui peut être échouée, avortée, non concrétisée. Et donc le premier cheminant, c'est celui qui va se mettre en action pour, et j'insiste bien sur le pour, essayer de parvenir à son autre. Et c'est là le premier cheminant va vraiment déclencher son processus d'individuation pour ce lien. Alors que le second cheminant va plutôt vivre son processus qui va le ramener d'ailleurs à son lien. Alors la difficulté, c'est que dans ce processus, la relation, alors dans le processus de la diade, la relation, elle est difficilement envisageable tant que les deux membres n'ont pas réellement avancé dans leur propre processus d'individuation. Ce lien a fait se reconnaître les âmes, mais pas la personnalité égotique de chacun, parce que justement les blessures, les croyances limitantes, les peurs que chacun a développées et les mécanismes que chacun a mis en place comme stratégie de survie vont appuyer sur les blessures, croyances limitantes et peurs de l'autre. Donc c'est un cercle vicieux et c'est pourquoi la relation peut s'avérer toxique par moments. Le rôle du premier cheminant, ça va être de commencer et d'entreprendre son retour à lui-même, à la fois dépendamment de son autre et indépendamment de son autre. Pourquoi est-ce que je dis dépendamment? C'est parce que dans cette diade, ce sont les actions et les non-actions de l'autre qui vont appuyer sur ce qui fait mal. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Il y a tout un travail de compréhension à avoir et bien plus que ça qui s'enclenche. C'est un retour à soi qui va nous mener dans la plus grande profondeur en soi. Pourquoi est-ce que j'ai dit indépendamment? C'est parce qu'une fois que ce travail est enclenché, on se rend compte que si le jumeau, donc l'autre membre de cette diade, a révélé quelque chose en appuyant, en disant quelque chose ou en ne faisant rien, ce quelque chose qui a été réveillé, c'est cette blessure, mais pas que, hein, du coup, prend sa source ailleurs et de plusieurs manières. Il faut aller identifier tout cela, désactiver ce que j'appelle les croyances limitantes, à savoir les croyances qui nous empêchent d'être soi, le vrai soi. Mais il faut aussi, après cela, reprogrammer. Donc, je pourrais parler d'affirmations concrètes parce que j'ai pas d'autres mots, c'est-à-dire les bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour être et qui correspondent
plus à ce que nous sommes, justement. Et chacun, ça va être différent. Concrètement, c'est quelque chose qui prend du temps et qui se passe en soi et qui se superpose à ce qui est vécu dans la vie par multiples situations, à ce qui est vécu dans la matière, je vais dire ça comme ça. Ce processus prend quelques années. En même temps qu'il vit des choses, des situations dans la vie, donc dans la matière avec son autre ou sans, avec d'autres personnes, donc ça peut être dans le foyer, dans la vie pro, dans la vie amicale, dans la vie relationnelle. Le premier cheminant a toujours cette espèce de balise, c'est un panneau lumineux sur lequel serait écrit ma relation avec l'autre, avec mon autre, qui va le pousser en fait, quoi qu'il vive, à plonger en lui, à découvrir qui il est, comment il réagit, quelles sont ses peurs les plus profondes, quelles sont ses croyances, quelles sont les blessures, comment est-ce qu'il peut les apaiser, les dépasser, comment est-ce qu'il peut construire une vie qui lui correspond, qui correspond vraiment à ce qu'il découvre de lui, ce qui l'en empêche et dépasser peu à peu ce qui l'en empêche. En fonction de sa polarité prédominante, de ses blessures d'enfance, de son karma des vies antérieures, de son karma transgénérationnel, de son histoire personnelle, le challenge va se mettre en place. Je parle de challenge parce que c'est vraiment comme ça que c'est perçu. Tout ne se découvre pas en 5 minutes, ça prend du temps. Et l'inconscient va livrer les informations au fur et à mesure des libérations. La situation ou relation avec son autre, elle va venir tout du long appuyer sur ce qu'il y a à regarder. L'ego va être un grand défi, donc l'ego pour les deux, parce que contrairement à ce qui est véhiculé, les yin ont aussi un ego, car il va falloir apprendre à le connaître, hein, cet ego, à voir comment et pourquoi il s'active, à voir comment l'apaiser, comment le pacifier. Mais on va passer à un moment, en tout cas, à une totale déconstruction de cet ego pour une reconstruction, pour aller se rendre compte que de toute façon, on ne pourra pas le détruire totalement puisqu'il a aussi tout son intérêt. Mais c'est une déconstruction pour ensuite ramener quelque chose de très apaisé. Je vous expliquerai ça plus tard, bien sûr. Alors, plus le premier cheminant avance vers lui, plus il comprend les choses et prend conscience de la teneur de son lien. Il y a toujours ce lien qui revient au travail. C'est horrible à vivre pendant un très long moment. Avec alors des périodes de répit, mais c'est sur de nombreuses phases. Ça fait des espèces de boucles intemporelles. Moi, j'imagine un tourbillon qui s'élève. Et ces boucles, on va d'ailleurs les retrouver à plein de niveaux. Le premier cheminant, il est porté par l'amour qu'il ressent pour son autre et qu'il a bien identifié comme de l'amour. Et ce, quelle que soit sa polarité. C'est très difficile pour lui parce que c'est très souvent, il a cette sensation d'être coincé, d'être bloqué par son lien, par son amour et par son autre qui ne veut pas, ne veut plus, voudrait mais ne peut pas, aime mais n'aime pas, ne reconnaît pas ce lien comme de l'amour. Plein de raisons sont possibles et appartiennent au duo. Il n'y a pas de loi et vraiment chaque duo a sa propre histoire. Le premier cheminant va par moments se rebeller contre tout ça et essayer de, alors, entre guillemets, sortir du lien, sortir du parcours, comme c'est souvent dit, laisser tomber, essayer avec d'autres personnes, etc. En fait, ces actions-là, elles font totalement partie du processus, d'accord ? Et alors, je tiens à vous alerter par rapport à ça, parce que très souvent, on parle de l'âme sœur de fin de parcours. Et c'est décrit comme j'ai tellement bien travaillé, bon je caricature un petit peu, mais c'est quand même décrit comme ça et pendant un long moment on s'attache à ça. Je pense que c'est aussi quelque part le moteur tant qu'on a encore quelques dysfonctionnements, c'est j'ai tellement bien travaillé et mon autre ne veut tellement rien faire que quelque part je reçois un petit peu mon cadeau, c'est au mérite et donc on me met une belle âme sur mon chemin pour que je puisse vivre un amour, etc. À mon sens, on peut rencontrer
et avoir des relations, que ce soit le premier cheminant ou le second cheminant, on peut avoir des relations. Pour autant, on est toujours dans le processus de la diade, tout en avançant. Et donc, ce n'est pas parce qu'on aurait une relation qu'on est à la fin du parcours et que c'est parce que cet autre n'a pas voulu avancer. Très souvent, c'est parce qu'on a aussi encore des choses à régler. Peut-être qu'on a besoin aussi de se rassurer dans une relation, etc. Et donc, plus on avance et plus on comprend qu'en fait, on ne sort pas. De toute façon, à ce moment-là, vous pouvez aussi vous rendre compte que vous allez être ramené d'une façon ou d'une autre, mais ça peut prendre du temps, et en fait ça fait partie totalement de l'expérience. Donc en fait quand on dit je sors du lien parce qu'il y a vraiment cette rébellion de j'en peux plus, c'est trop difficile, ou c'est bon, j'ai assez donné, je suis fatiguée, parce que c'est un processus aussi qui est fatigant et ce qui est totalement juste et légitime dans ces moments-là. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, hein, justement. Mais juste de voir qu'en fait, ça fait partie totalement du processus. Ce que le premier cheminant va expérimenter en même temps, c'est une déconstruction de tout ce qu'il croyait sur l'amour, afin de découvrir, alors je vais vous dire ça un petit peu naïvement, l'amour pour de vrai, qu'est-ce que c'est? Il va découvrir aussi ce qu'il vibre intérieurement et extérieurement. Il y a un réel appel à regarder, observer, comprendre sa place dans la vie, dans le monde, ce qu'est la vie, le monde. Il va découvrir son corps, son âme, son fonctionnement, son énergie, sa relation avec là-haut, l'univers, Dieu, la source et le grand tout. Ça dépend de chacun. Mais ça fait vraiment partie du processus d'individuation. Et alors, on parle tous d'une forme d'éveil spirituel. Ce n'est pas forcément un éveil spirituel. Il y avait peut-être déjà un rapport à la spiritualité, parfois un rapport à la religion, etc. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'opère, une conscience qui s'éveille, et un rapport avec ça, avec un rapport très intime. Je le répéterai jamais assez. Quelque chose de vraiment très très intime, et ça fait partie du processus, et c'est en même temps ce qui aide aussi au processus pour la suite. Et petit à petit, ce que ça va amener, c'est que le premier cheminant va équilibrer toutes les sphères de sa vie et créer sa vie du coup de manière plus ajustée. Avec tout ça, en fait, c'est un décor qui est élargi, et c'est ça la conscience. C'est j'élargis mon champ de vision, et je suis conscient de toutes ces choses que je ne sentais pas, que je ne voyais pas aussi. Alors, tout ceci, ça peut se passer à proximité de son autre, tout comme à distance. Quand son autre est au contact, le premier cheminant va pouvoir utiliser l'effet miroir pour justement observer, comprendre et dépasser, en travaillant sur ce qui pique. D'accord. Quand ils sont en distanciation, on va constater qu'il y a une multitude de situations avec des proches qui vont rentrer en résonance avec le cheminement par rapport à son autre. Tout ramène vraiment à cette diade. Et parfois, il faut aller trouver aussi justement les résonances pour pouvoir justement avancer. Le premier cheminant, il peut expérimenter d'autres relations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout comme vivre un désert relationnel. Ça va être en fonction de chacun. Et donc là aussi, je tiens à le dire, parce qu'il y a très souvent des idées un petit peu préconçues. Cela ne dépend pas de la polarité. Il y a des polarités yang qui vont expérimenter plusieurs relations. Il y a des polarités yang qui vont pas expérimenter de relations. Il y a des polarités yin. On a tendance à dire que les polarités yin sont plutôt à l'aise avec les relations et y vont. Il y a aussi des polarités yin qui n'entrent pas en relation et qui peuvent vivre aussi un désert relationnel ou un désert sentimental. Ce qu'on constate, c'est que plus le premier cheminant va avancer, plus son relationnel et son rapport aux relations sentimentales va s'apaiser, tout comme lui en fait, et ça va vraiment s'apaiser. La peur de finir seul, qui va ponctuer souvent son chemin,
va peu à peu s'effacer. Le premier cheminant, il va apprendre aussi à poser des limites saines dans toutes les sphères de sa vie, y compris vis-à-vis de son autre. Tout, absolument tout y passe. Alors, c'est quoi ce tout? Tout, c'est les blessures d'enfance. On en a tous. Elles peuvent être dues à des événements traumatiques, mais aussi à ce qu'on appelle des micro-traumas. Et ça, j'insiste là-dessus parce que il y en a beaucoup qui se retrouvent bloqués parce que, d'autant plus que les blessures d'enfance, c'est quand même le plus gros du travail, je tiens à le dire. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même le plus gros du travail et qu'on va travailler à de multiples endroits. Et pour autant, donc, il y en a qui ne comprennent pas parce que, mais je comprends pas parce que l'enfance que j'ai eue, je la considère comme très heureuse. Je porte pas de blessures, etc. Et pourtant, on peut avoir eu cette enfance heureuse et avoir des blessures d'enfance. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais vous donner l'exemple du ballon de baudruche. Le ballon de baudruche, c'est un micro-trauma qu'on va retrouver chez une grande majorité des personnes. On ne s'en souvient pas. Mais voilà, donc vous avez tous déjà vu au moins une fois un enfant dont son ballon de baudruche qui s'amuse avec et le ballon éclate. Et très souvent, la réaction de l'enfant paraît totalement disproportionnée. Alors surtout quand c'est le premier. Quand ils ont l'habitude, après, ça va. Mais le premier, c'est quelque chose d'absolument terrible à vivre pour eux. Et c'est vrai que les adultes en face, on va pas comprendre. Enfin, c'est rien, c'est qu'un ballon. On peut te le regonfler. Regarde, bah oui, ça arrive. Ou alors, on peut avoir, mais tu aurais dû faire attention, je t'avais prévenu, etc. Quelles que soient les réactions qu'on pourrait avoir autour de cette situation du ballon éclaté et de la réaction émotionnelle de l'enfant, ça va créer un micro-trauma parce que l'enfant à ce moment-là jouait avec son ballon, ne savait pas que ça pouvait éclater. Il était là, il jouait et d'un coup, paf, donc déjà le bruit et paf, plus rien. Comment est-ce que ce ballon, donc déjà il y a la peur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre tout ça quand on est en train de découvrir la vie. Et donc ça, par exemple, c'est un micro-trauma. Et en fonction justement des réactions qui ont pu être à ce moment-là par les adultes entourant cet enfant, et en fonction, donc, imaginons que ce soit ces figures d'attachement, ses parents, les nounous, etc. euh, Ce sont les réactions par rapport à sa réaction émotionnelle sont des réactions qui sont relativement assez courantes, assez un petit peu dans le même cadre. Et donc, c'est là où il peut y avoir du coup le micro-trauma et où donc en fait l'enfant peut avoir donc son émotionnel qui est complètement renié, ou alors une culpabilité énorme, ou alors ben non, c'est pas grave, on en change. Enfin, il peut y avoir plein de choses à ce moment-là. Et pourtant, c'est quelque chose d'absolument commun. Voilà, donc c'est un exemple qui peut vous permettre de voir que effectivement, quand on parle des blessures d'enfance, cela ne veut pas forcément dire que vous avez eu des enfances absolument terribles. Attention quand même, ce que je constate au niveau des diades, c'est que les membres qui la composent ont quand même certains traumas qu'on relève. Alors, c'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours la même chose, mais on n'est jamais sur des profils d'attachement sécure, d'accord? Donc, des profils qui ont vraiment vécu dans un environnement émotionnel sécure totalement, d'accord? Alors, il y a aussi le karma des vies antérieures. Donc, il y a les nœuds karmiques avec son neutre. Donc, les nœuds karmiques, ce sont les moments où, en fait, la séparation a eu lieu dans cette vie, où le couple ne s'est pas formalisé, où le couple s'est séparé, et où ça n'a jamais été guéri, quelque part. On peut retrouver, du coup, des nœuds karmiques assez violents, comme des nœuds karmiques euh, une simple rupture, mais où la personne qui le vivait
et donc son âme aussi n'ont pas guéri ça. Alors les nœuds karmiques avec son autre, il n'y en a pas énormément, puisque avec cet autre, ce qu'on constate, c'est qu'on va être plus sur 3, 4, peut-être 5 vies à peu près, un maximum. Mais il y a aussi les nœuds karmiques d'anciennes vies, avec des karmas que l'âme porte et qu'elle va devoir se défaire, quand bien même ce n'est pas en lien avec l'autre, puisque la résonance de ce karma provoque des croyances limitantes. Alors bien sûr, je ferai un podcast, tout ce que je vous explique, je ferai un podcast dédié à tout ce que je vous explique. Sachez-le, ça va prendre du temps. Ce que je voulais dire par rapport au karma, c'est que je constate aussi des karmas, donc chacun va avoir sa propre histoire. On a quelques karmas qui reviennent régulièrement, qu'on peut retrouver assez souvent. Et donc voilà, je voulais vous en parler d'un que j'ai retrouvé quand même assez régulièrement. Ça va être le karma de prostitution, par exemple. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Le karma de prostitution, on le retrouve quand même assez souvent. Après, ça paraît logique, on dit bien que la prostitution est le plus vieux métier du monde et on va retrouver ça très souvent chez les femmes cheminantes, chez des femmes qui sont bloquées, donc pas toutes, attention, je tiens à le dire. Si ça vous résonne, si ça vous percute, vous avez aussi peut-être ce karma-là à déconstruire, d'accord, à défaire en tout cas, à épurer. Mais voilà, par exemple, celui-là, c'en est un qu'on peut retrouver assez régulièrement. Après, on a vraiment des karmas très, très, très différents, d'accord. Faites attention justement à la petite histoire qui pourrait être racontée et qu'on va retrouver très régulièrement. Voilà, il y a des choses... on n'a pas tous les mêmes karmas, ça se manifeste pas de la même façon. Quelque chose qui a un nœud karmique, par exemple pour moi, vous auriez pu le vivre dans une autre vie et pour autant ça ne serait pas un nœud karmique pour vous, donc ça dépend aussi de plein de choses. On a aussi dans les karmas des vies antérieures, on va avoir ce que j'appelle les karmas multitêtes. Donc c'est ce que je constate de temps en temps, c'est pas une loi, attention. Les karmas multitêtes sont un petit peu plus compliqués à régler, c'est-à-dire que ce sont des karmas où ça se joue avec plusieurs personnes et où dans la vie incarnée, on va retrouver un petit peu donc ce schéma des plusieurs personnes et donc il y a plusieurs têtes, c'est-à-dire que du coup il y a plusieurs nœuds karmiques parce que sur le même karma, on va avoir un nœud karmique avec peut-être 3 personnes différentes, etc. Donc voilà, ça arrive de temps en temps aussi, ce genre de karma. Et je trouve que c'est vrai qu'on n'en parle pas très très souvent. On a aussi le karma transgénérationnel que beaucoup confondent avec les blessures d'enfance alors que ce n'est pas la même chose. Et pourtant, le karma transgénérationnel va d'une certaine façon être lié aux blessures d'enfance, mais ce sont bien deux choses différentes. Le karma transgénérationnel, il est vraiment dans la mémoire cellulaire, d'accord ? Et donc c'est vraiment c'est dans notre corps qu'on peut vibrer des choses alors qu'on n'a même jamais vécu une situation annexe. On peut vibrer des peurs, etc., etc. Donc le karma transgénérationnel, c'est de l'identifier et ensuite de déposer ce sac à dos qui du coup ne nous appartient pas. Il y a aussi le karma collectif. Et donc ça, alors le karma collectif, ça va être en travail, ça va amener beaucoup de réflexion, d'accord. En gros, c'est en fonction des vies où vous vous êtes incarné, à des événements un petit peu clés, des événements traumatiques à grande échelle, des massacres, des périodes de guerre, etc. L'histoire humaine, elle est peu glorieuse et le karma collectif, il y a vraiment quelque chose à dénouer au niveau des âmes du coup qui sont aussi réincarnées pour dénouer du coup ce karma. Donc ça va être à épurer, donc ça dépend de chacun. Ça ressemble plus, le karma collectif, on est plus sur
une grande réflexion qui peut revenir de temps en temps sur des sujets qui peuvent nous toucher particulièrement et créer vraiment de toute façon, quel que soit le karma, on est dans des émotions irrationnelles. Mais le karma collectif, ça va vraiment se jouer par rapport à l'échelle humaine, à la foi en l'humanité, le pardon et à l'amour inconditionnel. Les massacres, les périodes de guerre, des situations vraiment clés. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, la crucifixion de Jésus fait aussi partie de certains karmas collectifs. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste parce que tout le monde du coup voit l'image. Alors, il y a aussi le rapport, donc dans les choses on travaille, il y a aussi le rapport à l'amour, au couple, à la sexualité qui va être énormément travaillé. J'ai mis ces 3 choses en commun, parce que bon, logiquement, elles vont ensemble, mais chaque axe peut être travaillé et touché séparément. Il va y avoir les croyances sociétales, les conditionnements, les karmas qui vont se mêler au cheminement par rapport à ça. C'est un cheminement qu'on va retrouver sur une longue période ou sur plusieurs périodes tout au long du processus d'individuation. Plus le premier cheminant va avancer, plus il va équilibrer ça, et plus il va avoir un rapport à tout ça qui est beaucoup plus ajusté à son âme, un rapport à la sexualité qui est beaucoup plus sain en fonction de ce qu'il vibre vraiment et pas en fonction de ce qu'il croit qu'il doit vibrer. Très souvent, c'est quelque chose par rapport à ça. Alors, je me suis perdue dans mes feuilles. Je reviens. Alors, en fonction de la polarité, les schémas défaillants que l'on va défaire vont laisser de la place. Par exemple, si vous êtes une polarité yin, vous allez défaire vos schémas dysfonctionnels yin. Donc, c'était les stratégies de survie que vous aviez mis en place très yin, du coup. Et donc, au fur et à mesure que vous les défaites, vous allez laisser de la place. Laisser de la place, ce qui est intéressant, c'est que du coup, petit à petit, vous allez intégrer aussi du coup de nouvelles capacités. Vous savez, quand je vous disais, on défait ces croyances limitantes, mais forcément, en les défaisant, il y a une nouvelle croyance plus ajustée qui se met. Et donc, généralement, on va aller les chercher dans l'autre polarité. C'est pour ça que va se faire pendant ce processus d'équilibrage, ce processus d'individuation, un équilibrage entre je suis une prédominante yin et je m'équilibre, je ramène du yang pour avoir un certain équilibre yang et vice versa, d'accord, pareil pour les yang. Et donc ce qu'on va petit à petit intégrer, ce sont les points forts et les champs de compétences de son être. Et le premier cheminant, ça il va en prendre totalement conscience au moment où il le fait. Donc ça aussi je reviendrai dessus. Le premier cheminant, il va connaître des phases up et des phases down. Ça va être extrêmement marqué par rapport à son cheminement vis-à-vis de son autre et de l'amour qu'il lui porte, mais pas que. Il va y avoir aussi des phases down par rapport à d'autres situations et des phases up. Il y a vraiment des cycles qui se font au fur et à mesure que le premier cheminant avance, il se rend compte de ces cycles. Le travail, le besoin de se réaliser dans la matière va énormément être expérimenté. La façon de voir, comprendre, analyser, observer, écouter, communiquer, ressentir, vivre, tout ça va y passer. La temporalité va extrêmement perturber le premier cheminant. Petit à petit, ça aussi, ça va s'apaiser, ça va le ramener vraiment au moment présent. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que plus le premier cheminant avance et plus il va être à l'aise avec tout ça et de moins en moins du coup dans la souffrance et dans la peine par rapport à son cheminement. Il aura encore des alternances de phases up and down, mais qui seront appréhendées d'une autre manière, qui seront plus élargies, moins régulières. Plus le premier cheminant avance, plus sa guidance intérieure et extérieure se fait ressentir. Ça aussi, ce sera par phase. Ça va être très difficile au début de faire le distinguo.
mais c'est à force d'expérimenter que ça va s'affiner. Et là aussi, donc en fonction des polarités, ça ne va pas se jouer de la même façon. Il est vrai que les yin ont beaucoup plus de capacité avec ça, alors que pour les yang, ça va être vraiment, mais de quoi est-ce que vous me parlez au début? Pour autant, il peut y avoir des difficultés, même si les yin peuvent être à l'aise avec ça, il y a quand même toute la difficulté de faire le distinguo avec le mental. Et de la même façon, le yang, qui est très méthodique, va avoir tendance à dire, bon ben ok, là j'ai compris que ça c'est de la guidance et que c'est pas du mental. Et en même temps, c'est en expérimentant qu'il va pouvoir vraiment faire le distinguo par rapport à tout ça. Et donc ça, c'est normal et donc ça s'affine au fur et à mesure. Au niveau de la relation à l'autre, tout ce cheminement va mener le premier cheminant à une forme de détachement. Alors attention, le détachement ne veut pas dire désamour ou oubli de son autre. Dans la diade, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va amener à un deuil de toutes les projections qui avaient été faites sur la relation. Et à ce moment-là, le premier cheminant, il peut revivre à nouveau une phase down assez puissante avec des petites réminiscences de nuit noire et il y a un détachement de cette idée de la formalisation du couple tout en ayant cette vibration à l'intérieur. Tout le processus engagé et expérimenté vont beaucoup l'aider à traverser ça. Et à ce moment-là, donc, il entre en fait dans une phase où il est dans le plus grand respect, le respect le plus profond pour son autre et son cheminement, pour le cheminement de son autre, pour le sien propre. Il avance sereinement en suivant le flot. Il est dans l'amour de lui-même, il découvre ça, il a vraiment expérimenté plusieurs formes d'amour et découvert cet amour de lui-même, cet amour toujours de son autre qui le porte. Il est dans le respect pour lui et pour son autre. Et c'est à peu près à ce moment-là que se passe une sorte de passage de flambeau. Alors attention, ce n'est pas un déclic qui se passe en un jour. Le passage de flambeau, il s'effectue sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire pour certains, il a pu s'effectuer sur plusieurs années. Ce qu'on constate, c'est que ce moment où le premier cheminant ne travaille plus avec le lien, la réunion et son autre un peu en carotte, où il est beaucoup plus apaisé, il se sent en paix, il avance un jour après l'autre, il acte, il suit sa guidance, il vit une vie ajustée pour lui. Alors ça ne veut pas dire qu'il va vivre dans le monde des bisounours, ça ne veut pas dire qu'il sera heureux tout le temps, il continuera à avoir des fois des émotions qui viennent le perturber, ce qui est totalement normal, mais il sera vraiment en conscience de son individualité, il sera vraiment dans une vie beaucoup plus juste par rapport à son soi, je vais dire. Il peut poser une distance avec son autre à ce moment-là ou pas, ça dépend des cas. Et c'est ici, généralement ici, que s'enclenche le second cheminant. Alors, passons au second cheminant. Déjà, pendant la période où le premier cheminant taffe comme un malade, faut pas croire qu'il ne fait rien, il ne fait pas rien. Alors, le second cheminant, il est celui qui a stoppé la relation ou qui a poussé à la stopper. Il est celui qui bloque la relation selon les critères du premier cheminant. Il est celui qui, au choix, ne veut pas, ne peut pas, ne reconnaît pas, n'aime pas ou n'aime plus. Il est celui qui donne le tempo au premier cheminant par son absence ou par sa présence. Il influe donc sur le premier cheminant pendant toute cette première partie que je vous ai décrite. Il ne le fait pas forcément consciemment. Il a ses propres peurs et ses propres croyances à dépasser. Il place des tas de choses pendant la première partie, des tas de choses dans sa vie, à lui ou à elle, qui vont lui servir pour justement son propre processus aussi, mais aussi du coup qui ont servi au processus de son premier cheminant. Vu de la lorgnette du premier cheminant, très souvent on entend « il vit sa meilleure vie ». Alors sachez que c'est totalement faux. Au mieux, il donne le change, mais vraiment pendant toute la partie où le premier cheminant
travaille ardemment à son processus pour son lien, parce qu'il a quand même ça en moteur, le second cheminant ne vit pas sa meilleure vie. On retrouve souvent des histoires extrêmement souffrantes et ils en prennent vraiment conscience au moment où ils s'enclenchent. Contrairement au premier cheminant, le second cheminant va avancer avec des tas de choses et des problématiques, mais pas avec la volonté de réussir la relation avec son autre. Pourtant, il revient lui aussi au lien, régulièrement, que ce soit en pensée, en rêve, en réflexion. Mais voilà, c'est vrai que le second cheminant, et ça généralement ça fait très mal au premier cheminant de l'entendre, mais c'est une réalité, il n'a pas, cette ardeur qu'a un premier cheminant pendant toute la première partie. Même dans la matière aussi, il peut revenir au lien à son autre avec la volonté par moment de recréer la relation et ça peut ne pas fonctionner. Et derrière ça, il va vouloir rebloquer. Il va expérimenter lui aussi d'autres relations, en créer ou rester dans un couple aussi. Selon sa polarité et son histoire propre, cela sera pour différentes raisons. Il n'y a pas de loi non plus là-dessus. Contrairement à ce qui est cru, il chemine aussi pendant cette période, mais vraiment de façon différente. Et en fait, c'est en décalé avec son neutre et ça n'apparaît pas de la même façon. Il conscientise des choses, expérimente, avance, recule, se sent bloqué parfois aussi. Certains vivent une nuit noire de l'âme, mais ne l'identifient pas forcément et font tout pour la camoufler, pour se dire, bah, tiens, il y a un truc un peu bizarre, il y a un truc un peu gênant, mais ça doit être normal, c'est la vie, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui identifient cette étape de nuit noire de l'âme, mais ils vont cheminer par rapport à ça, mais ils attribuent la cause de cette nuit noire à la vie, à d'autres choses, et pas forcément à leur lien. Au moment du passage de flambeau, et déjà un peu avant, si on est en contact, on peut voir chez ce second cheminant des sursauts, des soubresauts au niveau du cheminement vis-à-vis du lien. Mais c'est seulement après le passage de flambeau que le second cheminant prend conscience et lâche son cheminement par rapport à son... Et son cheminement par rapport à son lien et à son autre. À ce moment-là, il peut le manifester à son autre ou pas du tout. Il y a beaucoup de seconds cheminants qui n'ont pas manifesté à leur autre qu'ils étaient entrés en action par rapport au lien, et je tiens à le dire. Encore ici, ça dépend du lien, du duo, de la polarité. Alors chez lui, ce cheminement en conscience, il va se passer quand même de manière plus fulgurante que pour son autre. Déjà par rapport à ce qu'il a déjà amorcé pendant la première partie, mais surtout parce qu'en miroir, que ce soit en face ou dans l'énergétique, son autre est beaucoup plus apaisé et équilibré. C'est le cercle vertueux, la vibration étant beaucoup moins effrayante, bloquante ou autre. Le premier cheminant, il a déblayé le passage de par son cheminement. Attention, contrairement à ce qui est souvent cru, le fait que ce soit plus fulgurant ne veut pas dire que c'est moins souffrant, bien au contraire. Le second cheminant va passer par les mêmes doutes, les mêmes souffrances, par le même processus que son autre, mais avec ses propres défis et challenges. C'est beaucoup de choses quasi en même temps. Le fait de parler de fulgurance ne veut pas dire que ça se fait en 5 minutes non plus, mais ça va quand même plus vite que pour le premier cheminant. C'est exactement, et j'insiste là-dessus, le même processus que son autre qui s'enclenche, mais il ne le vit pas de la même façon. Quand les deux sont suffisamment apaisés, le couple est possible. Le second cheminant revient vers le premier pour enclencher le couple. Alors, ce que je vous ai décrit, c'est ce qui se passe pour chacun pendant le cheminement, le processus d'individuation. Au niveau de la relation, sachez une chose, il y a des couples qui, avant d'avoir terminé leur processus individuel, arrivent à se réunir, ça c'est une réalité. La relation, elle va cependant être très challengeante, très remuante, voire souffrante et toxique par moments. Certains arrivent quand même à vivre ce processus en étant en relation avec leur autre. Il peut y avoir des séparations et des montagnes russes, il n'y a pas de loi. Le fait est que la plus grosse partie des dyades, en tout cas c'est ce que je constate, passent par des grandes phases de séparation et ont besoin d'être relativement apaisés. En tout cas pour le premier cheminant, ce sera essentiel. Les membres de cette dyade se retrouvent. Encore faut-il accepter de ne pas résister à ce processus. Plus l'on résiste en restant focus sur la relation, plus ça va être souffrant.
Avant de terminer ce podcast, je voulais aussi vous dire que ce lien et ce processus ne sont en aucun cas ni un jeu de pouvoir, ni un jeu de manipulation. On va vers l'authenticité la plus pure. Ce qu'on va découvrir pendant ce chemin, c'est à trouver notre équilibre personnel entre la matière, l'énergétique et le spirituel, mais aussi notre équilibre en tant que duo. Au niveau matière, la dimension psychologique de l'humain. Sachez que l'on rejoue nos traumas dans nos relations amoureuses. N'ayez pas peur d'aller voir ces traumas de plus près. Il y a une résonance énorme avec ce que les membres de la diade se renvoient en miroir et beaucoup ont peur d'aller regarder s'ils sont en train de jouer des traumas dans cette relation-là, comme on pourrait le faire justement avec une autre relation amoureuse, parce qu'ils ont peur que s'ils désactivent, s'ils conscientisent le trauma, ils ont peur du coup très souvent de ne plus être dans ce lien, etc. Et ce qu'on constate, c'est que dans une relation lambda, ça peut fonctionner comme ça, mais que dans cette diade, bien au contraire, on va aller désactiver ce qu'on rejoue, le trauma qu'on est en train de rejouer, parce que croyez-moi, il y en a. Il faut en prendre conscience. Mais à côté de ça, une fois que c'est désactivé, on est toujours dans l'amour de son autre, on est toujours dans le lien et ça revient toujours. Ça ne fonctionne vraiment pas de la façon dont ça peut être expliqué, par exemple, en psychologie dans les relations amoureuses. Mais en tout cas, il faut aller regarder parce que oui, on rejoue des traumas avec notre autre et ça, c'est totalement toxique. En allant regarder ça de plus près, justement, on va pouvoir désactiver tout ça. Et l'amour est toujours présent, même plus fort, plus sain, plus renforcé. C'est un lien d'amour inconditionnel et c'est un lien qui mène à l'amour absolu. Donc voilà, je vous ai expliqué le cheminement sans vraiment vous parler de la relation parce que pour moi, c'était très important aussi de faire le distinguo. Quel que soit l'endroit où vous en êtes, sachez que vous avez déjà avancé, vous pouvez être fiers de vous, continuer à avancer avec confiance, même dans les moments très difficiles, vous êtes en train d'avancer. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite pour le prochain podcast qui parlera des polarités. Bye bye.